Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur internet et ma mission c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées autour des divers sujets du monde canin. Mes invités viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré pour m'aider à faire connaître mon travail au plus grand nombre. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le replay du dernier live que j'ai réalisé cette semaine avec vous sur Instagram. On a discuté de tout un tas de sujets à propos de ma nouvelle vie d'entrepreneur et c'était vraiment très cool. Un grand merci à ceux qui ont participé à ce live et si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour participer au prochain. Et je vous laisse tout de suite avec le replay. Salut! Ah, trop cool, vous êtes au rendez-vous, c'est chouette. C'est cool de vous retrouver, je suis hyper contente de refaire un live, j'en avais pas fait depuis un petit moment maintenant. C'est cool, je suis contente de vous retrouver ce soir, j'ai trop hâte de discuter avec vous. Du coup ce soir on va principalement parler d'entrepreneuriat, parce que j'ai monté mon entreprise, donc j'ai ouvert mon entreprise au 1er juillet, comme certains de vous le savent. Voilà, peut-être que vous avez des questions, vous êtes nombreux à me poser des questions en DM, je suis trop contente d'échanger avec vous tous, mais du coup les sujets se recroisent, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en parler tous ensemble. Puis je réponds bien évidemment à toutes vos questions, même pas que autour de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat. Mais des premières questions. Comment t'es-tu lancée dans les démarches ? Moi j'ai passé du coup pas mal de temps à être en réflexion en fait de tout ça, à penser en fait l'entreprise. Vraiment ça a été ça la plus grosse partie pour l'instant. La partie administrative vraiment en fait c'est assez simple d'ouvrir une auto-entreprise comme ça pour faire ce métier là, donc on va dire que le gros de la démarche ça a été l'avant, ça a été toute la réflexion, donc je pense que j'ai commencé vraiment les premières démarches que j'ai faites c'était en janvier je crois 2022 pour ouvrir en juillet 2022, donc vous voyez je me suis prise un peu 6 mois avant, donc voilà, l'idée c'était qu'au 1er juillet je puisse vraiment faire toutes les démarches assez facilement, donc c'est ce qui a été fait. Et en gros au 20 juillet à peu près, début août, j'avais tout fait, donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pu commencer à travailler assez tôt en fait finalement, parce que j'avais déjà mon numéro de tirette qui arrivait quand même assez vite, donc voilà, donc c'était cool pour ça, et en gros les démarches se sont passées comme ça a été je dirais assez fluide, j'en suis assez contente, voilà. Quelles sont les étapes principales pour créer sa micro-entreprise ? As-tu fait ton site avant ou pendant toutes ces étapes ? Alors moi mon site en fait je l'avais, ça fait 2 ans que je l'ai, parce que je l'ai créé pour le podcast, donc j'ai gardé le même et en fait je l'ai adapté, donc pour ceux qui étaient là tout le long vous avez vu le site changer 20 000 fois, mais donc voilà, donc j'ai gardé la même structure en fait. Après j'ai changé de thème, j'ai migré vers autre chose et tout ça, j'ai changé de nom, je l'ai restructuré, mais la base était là, donc le site je l'avais bien avant. Et ensuite sur les démarches, en gros la première étape de toute façon c'est la demande d'immatriculation, donc de numéro de tirette. Une fois qu'on reçoit son numéro de tirette, c'est là qu'on peut déclencher le reste, donc c'est pour ça que ça c'est toujours un peu la période cruciale, parce qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va l'avoir et quand est-ce qu'on va pouvoir déclencher le reste. Mais en gros, à partir du moment où vous avez un numéro de tirette, pour être éducateur canin, il y a le truc le plus important, c'est de contacter la DDPP, donc la Direction départementale de la protection des personnes, qui valide en fait le fait qu'on puisse exercer sur le territoire, qui nous inscrit aussi dans un fichier sanitaire pour le coup. Donc il y a cette obligation-là, et ensuite, une fois que vous avez votre numéro de tirette et que vous êtes validé par la DDPP, vous pouvez du coup faire le restant, c'est-à-dire avoir une assurance. Ça, c'est le truc qui est obligatoire, donc une responsabilité civile professionnelle. Le compte bancaire n'est pas obligatoire, mais moi, je trouvais que c'était quand même plus pratique de distinguer le pro du perso. Et le dernier point qui, en revanche, lui, est obligatoire, c'est d'avoir un médiateur de la consommation. Que voilà, ça se trouve plutôt auprès des syndicats de métier. Mais voilà, donc ça c'est une obligation inhérente à tout professionnel qui exerce en auto-entreprise, c'est d'avoir un médiateur de la consommation. Alors il n'est pas forcément spécialisé dans le métier qu'on exerce, mais voilà, mais ça peut être le cas, et en l'occurrence pour le monde de l'éducation canine, il en existe un. Donc voilà, ça fait partie des obligations.
Et du coup, donc, pour finir avec les conseils inhérents à la démarche et au site internet, moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est de se fixer une date de lancement et d'ouverture. Pour moi, ça a été vraiment hyper important parce que c'est en fonction de cette date que j'ai pu vraiment m'organiser. C'est vrai que c'est un peu compliqué de se dire, allez, j'ouvre à la rentrée, j'ouvre à tel moment, etc. etc. Moi, d'avoir cette date du 1er juillet qui a été fixée assez tôt en fait dans le processus m'a permis de pouvoir prévoir mes démarches en fonction, de pouvoir annoncer une date aussi quand par exemple je suis allée voir ma banque ou mon assurance, enfin voilà, pour savoir comment allaient se négocier les contrats, comment allaient se mettre en place les contrats, qu'est-ce qu'il fallait, etc. pour quelle date, et pour aussi avoir des gens qui nous attendaient à cette date-là, donc qui pouvaient répondre présent après. Moi, ça a été vraiment hyper important. Et pareil pour le site, je vous conseille de le faire avant le lancement. Moi, toute ma communication était prête avant le lancement de l'entreprise, donc que ce soit le site, que ce soit mes services, que ce soit mes flyers, mes cartes de visite. Voilà, c'est un peu, je pense, le starter pack dont vous avez besoin pour vous lancer. Et pour le coup, je vous conseille vraiment de faire ça en amont de la date. Comme ça, une fois que la date est là, vous vous concentrez uniquement sur l'administratif. Et dès que vous avez votre numéro de tirette, clac, vous pouvez commencer à bosser. Comment tu choisis ta banque et des critères comme un achat? Alors, comment choisir sa banque? C'était une question intéressante et qui a demandé réflexion. Le premier point, déjà d'établir ses critères, de quoi est-ce qu'on va avoir besoin comme service par rapport à cette banque-là. Donc moi, typiquement, j'ai éliminé les banques en ligne assez rapidement et je me suis tournée vers une banque traditionnelle pour la simple et bonne raison que j'ai besoin de pouvoir encaisser des chèques et de l'espèce, principalement. J'ai besoin de pouvoir encaisser, donc voilà, il y avait ce côté-là. Il y avait le côté aussi d'avoir un conseiller vraiment attitré qui voilà, en plus pour le coup ça a très bien matché, donc ça a été aussi une rencontre plus qu'un choix de banque un peu au hasard. Donc voilà, donc il y a eu ça qui a joué, et le deuxième truc qui a joué dans vers quelle banque je me tournais pour essayer d'avoir des infos, c'était sur l'éthique de ces banques-là et de voir où est-ce qu'elles plaçaient leur argent. Alors bon, voilà, le milieu de la banque est ce qu'il est, il n'y a rien de parfait, mais en revanche, c'est quand même un truc important, et donc voilà, je voulais que ma banque puisse investir dans des projets les plus louables qu'il puisse y avoir. Donc voilà, ça a été un critère aussi de choix pour moi. Je voulais une banque un peu plus socialement intéressante. Si tu as déjà identifié des choses que tu avais bien fait et d'autres que tu ferais différemment finalement. Ah, est-ce que du coup le recul que j'ai sur le lancement, écoute, je pense que pour l'instant c'est très très tôt parce que j'ai encore pas énormément de clients, donc j'en ai, je suis trop contente, mais j'en ai pas encore énormément, donc j'attends de voir aussi à l'usure et avec le temps, avec du recul, voir si il y a des choses que j'aurais pu faire autrement, mais là comme ça, à 2 mois après, franchement c'est encore trop tôt. Mais franchement pour l'instant il n'y a rien que je regrette de mon lancement, je trouve que tout s'est plutôt bien fait. En tout cas, je suis satisfaite de comment ça s'est passé, et j'étais à l'aise avec la façon dont ça s'est fait. Donc voilà, pour l'instant, c'est le seul retour que je peux faire sur les points d'amélioration. Pour l'instant, j'en ai pas, mais il y en aura certainement. Hein, mais voilà, pour le coup, ouais, je suis contente parce que mon objectif, je vais y arriver, c'était vraiment au 1er juillet de savoir en fait où est-ce que j'allais, donc les prestations que j'allais proposer, les tarifs. Donc pouvoir faire mon site avec ces informations là, et puis voilà le B à bas du truc de pouvoir travailler quoi, comment j'allais encaisser de l'argent, comment j'allais me déplacer, tout ça. Il y a eu mon vélo aussi qui est venu se greffer dans toutes ces démarches là, et voilà, et mon objectif a été atteint parce qu'au 1er juillet j'avais tout ça. Après par contre j'ai rajouté des choses, là en ce moment je me questionne beaucoup aussi sur en fait tout mon business model, est-ce que je développe d'autres choses ou pas en complément de tout ça, ce qui va être le cas. Mais voilà, ça, en fait là je suis en train de penser un peu plus quelle part en fait je veux accorder au podcast, quelle part je veux accorder à l'éducation, quelle part je veux accorder à la création d'autres contenus que je pourrais vous préparer. Donc voilà, c'est l'étape 2, j'ai envie de dire, qui vient là, donc voilà. Pour les contrats avec tes clients, tu les as trouvés déjà tout faits, où il faut se faire aider par un avocat ou un autre organisme? Alors pour moi, pour l'instant les contrats c'est un point qui pêche encore parce que j'ai pas encore signé de contrat. Donc mes contrats ils sont faits, j'ai trouvé alors bon, déjà j'ai une base de juristes, donc
C'est un peu plus facile pour moi de savoir ce qu'il y a à mettre dans un contrat ou pas. Après, je suis pas du tout avocate, donc voilà, je sais la base. Et après, je sais chercher pour trouver ces bonnes informations. Moi, je me suis pas fait aider, mais peut-être que par la suite, je sais que c'est aussi quelque chose qui est assez onéreux. Donc je pense que par la suite, je ferai appel à un professionnel pour avoir une base vraiment posée juridiquement. Mais voilà, après c'était aussi des inspi, voilà, avec d'autres éducs, on a pu s'échanger des choses, et donc forcément on prend un peu ce qu'on peut chez les unes et les autres. Donc ça c'était cool pour la base. Après voilà, l'idée d'un contrat, en fait je pense qu'on a tous en tête qu'un contrat c'est forcément fait par un avocat, etc. En fait un contrat c'est juste une trace écrite de ce que vous êtes en train de faire au cas où il y aurait problème. Après tous les termes du contrat, toutes les conditions d'annulation, de sanctions, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont déjà prévues dans la loi. Donc voilà, c'est bien de le mettre dans le contrat pour que tout le monde soit au courant. Mais si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave à partir du moment où vous avez une preuve écrite, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que le contrat, pour moi, n'a pas été un truc prioritaire sur lequel investir tout de suite, parce que j'ai investi sur plein d'autres trucs. Donc forcément, il y a des choses à prioriser ou pas. Et puis honnêtement, sur l'éducation canine, on est sur des petits montants. Donc voilà, il n'y a pas une énorme couverture à avoir non plus, on ne fait pas de la grosse prestation. Donc voilà, mais je pense que c'est toujours mieux de se faire aider par un avocat ou par un cabinet qui le rédige. Et après, je sais qu'il y a aussi des services en ligne qui le font, et honnêtement, je n'ai pas de retour à faire là-dessus. Voilà. Comment tu prévois ta communication pour avoir plus de clients par la suite ? Alors ça a été une question intéressante parce qu'en fait, ça m'amène à réfléchir à toute ma stratégie de communication. Chose que j'avais pas forcément pensé avant le lancement, parce que je pense que j'étais pas encore prête à ce moment-là à le faire, mais c'est pas très grave, j'arrive. Donc en fait ma stratégie de communication, elle découle de ma mission, et en fait ma mission, j'ai mis un petit peu de temps à la trouver, parce que je me rendais bien compte que je voulais pas faire que de l'éducation. Ça m'intéresse énormément, je suis passionnée par le sujet, mais je pense que j'ai aussi de la valeur à apporter ailleurs, et peut-être plus largement que juste avec l'éducation canine. Donc en fait ma mission, j'en ai déduit que c'était de diffuser une connaissance à jour, des connaissances scientifiques sur le chien et sur l'importance des valeurs de l'éducation positive et bienveillante au plus grand nombre de personnes. Donc c'est pour ça que c'est pas limité à l'éducation canine, et c'est pour ça que du coup il y a 2 volets clairement dans ma communication, dans mes prestations aussi, dans les services que je vais proposer, et dans mon quotidien en fait. Clairement ça va être un peu 2 métiers différents qui vont se recouper, parce que le but c'est quand même de donner les bonnes informations sur le chien. Donc là en l'occurrence il y a une partie pour l'éducation qui est principalement en présentiel, un petit peu en visio grâce au podcast et aux réseaux sociaux, mais principalement en présentiel. Donc là clairement la stratégie c'est les flyers physiques et les cartes de visite. Donc dans des salons comme je vais faire ce week-end, chez des vétos, dans des animaleries, etc. Là, je vais plutôt accompagner des gens qui sont pas forcément intéressés par l'éducation canine, mais qui rencontrent un problème avec leur chien et qui sont pas forcément déjà renseignés sur le sujet. C'est les gens de la vraie vie, j'ai envie de dire, loin des réseaux et de la bulle un petit peu dans laquelle on se trouve quand on est beaucoup dessus. Donc il y a cette partie-là. Il y a évidemment aussi les référencements de mon site qui aident beaucoup à trouver localement un éducateur canin. Donc pour la partie éduc en présentiel, il y a ça. Après, il y a évidemment le podcast et les réseaux sociaux qui contribuent pour l'éduc, parce que voilà, c'est des gens qui m'écoutent, qui apprécient ma vision des choses, et donc qui vont avoir envie de faire appel à moi pour l'éducation de leur chien, et auquel cas c'est très très cool, et auquel cas on est du coup là sur des gens déjà un peu plus convertis à l'éducation positive et bienveillante, un peu plus renseignés sur les besoins du chien typiquement. Donc ça va être un autre travail dans le travail de l'éducateur, où là on va avoir une autre part d'accompagnement, où on va être peut-être sur des sujets plus pointus, etc., etc. Donc ça, c'est déjà 2 axes de communication et 2 axes dans un même métier d'éducateur canin qui sont intéressants. Et après, à côté de ça, étant donné que mon but est de diffuser de l'information au plus grand nombre, il va y avoir toute une partie communication digitale.
pour transmettre ces connaissances-là. Alors, ça sera forcément en lien avec mes compétences d'éducateur, avec mon expérience du terrain aussi, et la pédagogie que je vais apprendre par ce métier et que je vais mettre en place. Mais l'idée, ça sera effectivement de parler au plus grand nombre. Et pour le coup, là, la grosse stratégie de communication, c'est principalement le podcast qui se développe bien, que j'essaye, que j'ai à cœur d'améliorer et d'enrichir. Donc, il y a encore plein de nouveaux invités qui vont arriver. Il y aura du contenu toujours plus riche et toujours plus pointu, parce que c'est a priori ce que mes auditeurs demandent et ce que vous recherchez là-dedans, ce qui moi aussi m'intéresse beaucoup. Et puis il y a tout le développement réseaux sociaux, avec le quid d'apporter de la valeur par les formats qui sont en tendance en ce moment, donc les réels, les carousels, etc., qui fonctionnent bien pour les derniers que j'ai pu poster. Donc là, l'idée, c'est pas tant d'avoir de la visibilité, mais c'est plutôt de transmettre de la valeur et du contenu, d'apprendre des choses par peut-être petites bribes sur des petits sujets où on donne plein d'infos, plein d'astuces, plein d'inspirations. Donc voilà, il y a ce côté-là qui m'intéresse beaucoup. Et puis il y a d'autres projets digitaux aussi sur lesquels je travaille pour toujours dans cette même veine de vous diffuser de l'information, en marge du podcast, du blog et des réseaux sociaux. Voilà. Hello, tu veux lancer quoi en plus par la suite ? Vous voulez du spoil, c'est ça ? Donc, j'aimerais bien... moi, j'aime beaucoup écrire. Vous savez que je suis à l'aise à l'écrit quasiment plus qu'à l'oral. Vous l'entendez peut-être. J'aimerais bien... partir sur des créations de e-book. En fait, je pense que c'est un bon moyen de pouvoir vraiment rentrer en profondeur dans un sujet avec une trace écrite, avec un truc visuel qui soit pédagogique, qui soit accessible, peut-être plus que le podcast finalement. J'aimerais bien travailler là-dessus, avoir de beaux produits à vous proposer, peut-être à vous vendre, peut-être d'autres gratuitement. Enfin voilà, pour l'instant je ne sais pas encore comment, mais j'aimerais bien passer du temps à créer des produits comme ça. Et puis le deuxième truc que j'aimerais lancer... est-ce que je vous en parle ? Je sais pas. Bon, c'est en rapport avec Notion. Notion, ce logiciel là dont je commence à vous parler là depuis quelques semaines. Je collabore avec Mathilde de Pobiz, qui développe un outil pour les éducateurs canins, parce qu'elle est coach business pour les éducateurs canins. Et donc, elle a créé un outil dans ce logiciel d'organisation qui est fabuleux pour les éducs. Je contribue à la communication de ce projet parce que je l'utilise et que je l'adore. Mais du coup, j'aimerais bien développer quelque chose pour les particuliers. Ça sera accessible à tout le monde. Et ça sera accessible grosso modo à toute personne qui a un chien et qui a envie de s'organiser un peu. Voilà, je vous en dis pas plus. Mais dans les choses que j'aimerais lancer et vous proposer là, dans les mois à venir, il y a ces deux projets. Et puis les e-books, j'en ai vraiment une tonne, j'ai vraiment une tonne d'idées, donc ça viendra forcément, mais je sais pas quand encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Canon l'idée des e-books. Cool, écoute, je suis contente que ça vous plaise. C'est chouette, franchement, moi, j'aime bien, je trouve que c'est un format qui est super sympa. On n'est pas sur du livre, donc on n'est pas sur un objet à stocker, à créer, etc. On est sur un truc un peu plus digital, mais aussi un peu plus accessible, qu'on vend aussi un peu moins cher, forcément. Donc c'est aussi avantageux pour vous, ça vous permet d'avoir du contenu vachement accessible. Et puis je trouve que on peut vraiment faire des trucs maintenant. Il y a tellement d'outils pour faire des trucs géniaux, qui soient à la fois beaux, à la fois remplis, à la fois fournis en informations, en ressources, en bibliographie. L'idée c'est vraiment ça. Et s'il y a un autre truc dont je vous ai pas parlé qui est quand même vachement important, vous l'avez peut-être entendu, si vous avez écouté le podcast, c'est que j'ai lancé la monétisation du podcast en septembre, il y a 2 semaines. Donc je travaille avec Cru, la marque de rations de Barf. Donc c'est super cool et en fait ça m'a aussi donné l'envie de pouvoir collaborer avec des marques, avec des entreprises. Et donc donc ça va faire partie aussi de mon business model. Pour l'instant je suis en train de réfléchir à tout ça et du coup le e-book serait aussi une manière de pouvoir travailler avec de l'affiliation, des choses comme ça. Moi ça me change rien parce que de toute façon c'est du contenu que de toute manière j'aurais créé pour vous parler notamment de produits que j'utilise. Et je vous parlerai forcément que de choses que j'utilise, mais ça me permet de toucher une commission éventuelle sur les produits. Et donc je trouve ça quand même assez intéressant comme
voilà, comme façon de fonctionner parce que ça permet voilà, de valoriser tout le monde au final. Et vous n'êtes pas biaisé parce que globalement, en fait, c'est moi qui contacte les marques pour travailler avec elles. Donc voilà, globalement, je travaille avec les marques que j'utilise et que j'aime beaucoup. Et vous me connaissez un petit peu, vous savez que je ne suis pas ultra consommatrice du tout. Donc voilà, généralement, quand j'ai choisi une marque pour ça, une marque pour ça, une marque pour ça, je les utilise depuis des années et ça suit comme ça. Donc voilà, si en plus de ça, on peut collaborer ensemble, surtout que j'ai eu pas mal d'invités dans ces entreprises-là. Donc voilà, je me dis que c'est cool et que ça peut contribuer à me faire vivre de cette deuxième activité qui est de diffuser du message au plus grand nombre. Voilà, parce que c'est pas évident de vivre de ça, vous vous en doutez. Donc voilà, dans les projets. Est-ce que tu gères toute seule la compta, le site, les créas visuels, les rendez-vous? Oui, je suis à 100% toute seule sur la niche aventure. Donc voilà, oui, je suis à 100% toute seule. Que dire d'autre? Je pense pas que ça durera très longtemps. En tout cas, j'espère que ça durera pas très longtemps parce que à un moment donné, on peut pas donner de l'énergie à 100% sur tout. Et comme je vous ai dit, j'ai à cœur d'être sur ces fronts-là. Donc voilà, mon objectif sera de pouvoir level up rapidement, du moins dans les premières années à venir, on va dire. Mais voilà. Pour l'instant, je suis toute seule à gérer tout ça et on verra comment ça évolue. Après, je vous avoue que la part d'éducation, pour l'instant, elle est encore très basse, donc je ne me rends pas trop compte de ce que ça va grandir, comment ça va évoluer. Mais voilà, c'est intéressant comme période parce que vraiment, en fait, je lance plein de trucs, je teste, je vois ce qui me plaît. Et comme ça, ensuite, je serai plus à même de prioriser quand le temps manquera un peu plus et l'énergie manquera un peu plus. Donc voilà, je suis très très contente que ça se passe comme ça en vérité. Et voilà. Mais oui, l'objectif, c'est qu'à un moment donné, je sois plus toute seule à gérer ça. Mais bon, on verra ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, je suis trop contente de vous retrouver là en live. C'est vraiment chouette. J'aime beaucoup ce contenu. Ça me challenge beaucoup. Ça me fait beaucoup transpirer. Mais c'est très cool. Est-ce qu'avant, tu étais salariée? Oui, alors j'étais contractuelle de droit public dans des administrations. Donc j'ai 4 ans d'expérience en administration publique. Et donc ouais, j'étais en contrat, donc c'est comme salarié, quoi, on va dire. D'où t'es venue de faire des sessions post-adoption et comment abordes-tu les séances? Alors je pense que je vais parler des séances pré-adoption, avant les adoptions. En fait, c'est pas une idée qui m'est venue, c'est un service qui est proposé par beaucoup de monde. Beaucoup d'éducateurs proposent ce service-là. Malheureusement, la plupart de mes collègues n'en ont pas énormément. C'est pas un service qui est très développé et pourtant c'est le meilleur moyen en fait de faire de la prévention et d'éviter les erreurs de casting à l'adoption, les adoptions qui se passent mal, les choix de type de chien qui sont pas appropriés, etc. Donc c'est vraiment un service qu'on adore faire en tant qu'éduc parce que c'est vraiment voilà, c'est là qu'on donne vraiment beaucoup d'informations et qu'on accompagne déjà bien les gens. Donc ça m'est pas venu toute seule, hein. C'était vraiment plus mes collègues qui le proposaient déjà. Mais par contre, j'ai la chance parce que beaucoup en fait de futurs propriétaires de chiens, de futurs gardiens de chiens écoutent le podcast et j'ai la chance d'avoir déjà pu faire pas mal de séances pré-adoption sur le nombre total de séances que j'ai faites. J'en ai déjà fait quelques-unes et donc je suis très très contente parce que je commence déjà à mesurer le fait que le podcast en fait va vraiment communiquer avec ma deuxième activité. C'est super et je suis trop contente moi de pouvoir faire ces séances-là. C'est des séances trop intéressantes. On répond à plein de questions. Enfin voilà, c'est vraiment hyper intéressant. Et ensuite sur la manière de les aborder, en fait ça se découpe un peu. C'est pour ça que moi c'est une prestation qui est sur devis parce qu'en fait je m'adapte vraiment à où est-ce qu'en est le projet. Il y a des gens qui peuvent m'appeler juste voilà, ils ont envie d'avoir un chien mais ils savent pas quel type de chien, où, quoi, quand, comment, voilà, ils savent pas par quel bout le prendre et dans ce cas-là on fait un gros accompagnement très global sur déjà choisir le type de chien, choisir adoption en refuge ou en élevage, donc accompagner à se poser ces questions-là. Donc ça c'est la première étape, on va dire la moins avancée dans le projet. On peut me contacter pour ça.
Après, il y a la deuxième étape quand voilà, la race est identifiée, mais juste la race, en fait, on a du mal à trouver un élevage, on ne sait pas trop par où passer. Pareil, adoption en refuge ou en élevage. Si élevage, quel élevage, comment on choisit son élevage, à quoi il faut faire attention. Les premiers points, tout ça. Donc là, on commence à aborder voilà, les besoins du chien, on commence à aborder la socialisation, la communication. Et la dernière étape, on va dire celle la plus avancée dans le projet, c'est quand le chiot est déjà réservé, il est déjà choisi dans un élevage, on sait la race, on sait le truc, ou dans un refuge. Hein, on a déjà... Alors, généralement, les adoptions en refuge, elles vont beaucoup plus vite parce qu'il y a moins ce temps-là. Voilà, on y va et on repart avec un chien. Mais donc, des fois, c'est ça. En fait, le truc est déjà bien quadrillé, le projet est déjà bien avancé, et dans ces cas-là, on m'appelle plutôt pour préparer l'arrivée, me dire voilà, je vais aller chercher en train, comment je fais, qu'est-ce qu'il faut prévoir pour l'arrivée, comment on gère les premières semaines, les premiers jours, etc. etc. Donc voilà, donc en fait c'est une prestation qui est très très large et qui s'adapte vraiment à où en est le projet, c'est ça qui est très cool. Et ça permet vraiment d'aborder plein de points. Donc comme je disais, les besoins du chien, la communication, le matériel. On commence aussi à parler d'absence, de prévenir les problèmes qui pourraient être liés à la séparation ou à l'absence du gardien. Donc voilà, c'est vraiment une séance de prévention, des séances de prévention qui sont super. Et en plus de ça, mais ça je vous en reparlerai, il y a une loi et un décret qui est sorti, et le décret d'application est en cours, pour mettre en place un certificat d'engagement et de connaissance qui sera obligatoire pour pouvoir acheter un animal de compagnie ou pour pouvoir détenir un équidé. Pour pouvoir acheter ou adopter un animal de compagnie, même, je crois que ça marche même aussi pour les adoptions en refuge, il faudra avoir un certificat disant qu'on a eu une micro-formation ou en tout cas un temps d'information sur les besoins du chien, sa communication, les besoins propres à son espèce, etc., etc. Et donc, je pense que ces séances pré-adoption-là vont aussi prendre une autre ampleur, et ça chez tous mes collègues aussi, parce que les gens auront besoin de ce certificat-là pour pouvoir adopter leur animal de compagnie. Donc, c'est vraiment super. Parce que voilà, on va être vraiment dans la prévention et on va pouvoir virer tout un tas de problèmes post-adoption à ce moment-là. Donc c'est très très cool. Super de créer ça. Ouais, c'est vraiment une chouette initiative qui a été mise en place là. Bon, initiative, je sais pas si on peut parler d'initiative, mais en tout cas, c'est cool et il était temps. Donc voilà, j'espère que ça donnera. Là, on attend les décrets d'application. En fait, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de sorti. Donc voilà, j'attends d'avoir ça pour communiquer plus largement dessus, mais c'est chouette. On me demande aussi un petit retour sur tes premières séances. Ouais, mes premières séances. Alors j'ai fait pas mal de bilans. J'ai fait pas mal de séances pré-adoption. C'est en grosso modo les principaux trucs que j'ai fait. Et j'ai eu 2 suivis. Donc notamment le suivi de Cusco, qui est par là aujourd'hui, que je garde aujourd'hui et que je garde occasionnellement. Et donc voilà, dans les suivis, j'ai eu donc un chiot. Donc Cusco, c'est super drôle parce que j'avais fait en fait une pré-adoption. Alors j'étais pas éduque à ce moment-là, c'était pas des vraies séances, c'était pas du tout payé, etc. Mais en tout cas, j'ai accompagné Vanessa dans l'adoption de Cusco. Donc ça, c'était très très cool. Donc voilà, j'étais trop contente de la suivre. Je suis tout le processus avant même qu'elle soit née. Donc ça, c'est chouette. Et puis j'ai eu aussi Naiko, qui était un croisé boxer qui a été adopté il y a quasiment 1 an maintenant et qui voyage en van. Donc ça, c'était du suivi à distance. Donc c'était super cool. Et on a bien bossé avec Amélie, sa gardienne. On est arrivé à des trucs vraiment super et ils ont fait un tour de France ensemble et ça s'est super bien passé et Amélie m'envoie des nouvelles régulièrement. Ils ont vraiment beaucoup progressé, donc je suis vraiment ravie de ces deux suivis. Ont été vraiment cool et il y a eu de beaux progrès, donc voilà, c'est pas que grâce à moi du tout, c'est vraiment Vanessa et Amélie qui sont hyper investies et qui ont vraiment bien bossé. Mais voilà, ça fait vraiment super plaisir. J'ai eu aussi des cas où il a fallu tout redéconstruire, qu'est-ce que c'est un chien, les besoins du chien, etc. Donc c'est aussi très très intéressant. Il y a eu aussi de belles avancées. Et donc voilà, j'attends de voir pour que ça déclenche un suivi. Mais voilà, pour ce que je peux vous dire pour les premières séances, c'était très cool.
Alors, une autre question. Comment fais-tu si tu as un client qui te parle de domination ou de soumission chez son chien, pardon. Est-ce que tu lui expliques ton point de vue avec les dernières recherches scientifiques à l'appui? Oui, alors pour l'instant, me demandais si ça m'était arrivé ou pas, et oui, ça m'est arrivé à un bilan. Oui, alors c'est pas... Moi, j'ai pas trop de soucis à expliquer ce genre de choses. Je sais que pour plein de collègues, c'est assez compliqué, ils se sentent pas très à l'aise à expliquer ça, et ce que je comprends tout à fait. Après, ça dépend forcément de la personne qu'on a en face, parce que c'est de la grosse déconstruction là qu'on amène, donc c'est pas forcément évident à recevoir comme information, à déconstruire et à rebondir dessus. Mais oui, généralement, ça fait vraiment partie de l'accompagnement. Si on a du mal à expliquer ça et si on a du mal de toute façon, généralement, les gens qui nous sortent ça, où on comprend qu'en tout cas, il y a un terreau là-dedans, dans ces croyances-là, généralement, c'est des gens qui juste ne savent pas. Et moi, je pars du principe qu'on ne peut pas en vouloir aux gens qui ne savent pas. On ne peut que leur expliquer et les accompagner. Donc voilà, ça fait partie du métier que de savoir expliquer ça et accompagner vers autre chose. Voilà, après c'est pas très agréable, c'est pas forcément super cool de voir la tête de la personne. Qu'est-ce qu'elle me raconte? J'ai toujours entendu ça. Donc voilà, il faut être, faut être bien, faut être à l'aise avec le sujet, faut répéter un peu. Mais oui, globalement, je trouve ça important de le faire, parce que si on le fait pas, on n'avancera pas. Enfin voilà, c'est tellement... c'est une idéologie qui est complètement à contre-courant de ce que nous, on va amener comme conseil en éducation positive et bienveillante. Donc si sur la base, on n'est pas d'accord avec le client, il n'y a rien qui va pouvoir voir le jour. Voilà. Après, je sais que j'ai aussi des collègues éduques qui, voilà, quand ils tombent sur un cas comme ça, ils préfèrent renvoyer vers quelqu'un d'autre parce qu'ils ne se sentent pas assez à l'aise pour accompagner ces gens-là. Des fois, on a aussi des gens qui sont sûrs d'eux et qui vont rien écouter, et au contraire, si on arrive à parler de domination et qu'ils sont pas contents, vont complètement rejeter le truc et l'accompagnement. Ça arrive aussi, et dans ces cas-là, voilà, c'est pas trop de notre faute, quoi. Donc voilà, c'est toujours une question délicate, mais je trouve ça important de le faire, ouais. Voilà. On n'a pas parlé du podcast. Si vous voulez en parler, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez recommencé à écouter des podcasts? C'est ça ma question, moi, que je vous pose. Parce que l'été a été quand même très, très, très catastrophique au niveau de nos stats, à tout podcasteur que nous sommes. Alors, vraiment, si vous voulez nous faire plaisir, réécoutez des podcasts. Avec la rentrée, réintégrez ça dans vos routines. Vraiment, n'hésitez pas. Oui, trop cool. Qu'est-ce qui va arriver sur le podcast? Il va arriver des trucs très cool. Il va arriver des super épisodes. Donc le prochain, c'est peut-être plus un épisode orienté pour les pros, mais franchement pas que, parce que voilà, à partir du moment où on s'intéresse au travail en général et à toutes les questions que ça sous-tend, c'est vraiment hyper intéressant. Après, on va rentrer quand même dans des sujets un peu précis d'éducation canine. Et ça va être super cool. Que vous dire d'autre? Est-ce que je vous balance des sujets là comme ça? C'est ça que vous voulez? Qu'est-ce que j'ai raté? Est-ce que tu arrives à faire financer ton podcast du coup? Oui, alors du coup c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là j'ai lancé la monétisation du podcast. Donc c'est pour ça que si vous écoutez le podcast, il y a une petite minute de messages publicitaires en faveur de Cru, donc en ce moment. Et donc c'est le premier contrat voilà, de monétisation, comme on appelle, sur le podcast. Donc voilà, c'est en test, on voit comment ça se passe. Pour ceux qui avaient peut-être suivi, qui étaient là, je crois que c'était au mois de mai ou au mois d'avril, je sais plus, je crois que c'était au mois de mai. J'avais lancé un sondage en fait sur comment, voilà, pour que vous m'aidiez en fait à faire évoluer le podcast, et notamment avancer sur le sujet de la monétisation. Et en fait, ce qui était plus ressorti, c'était que vous étiez très 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 majoritairement plus ok pour de la pub que pour du financement participatif. Au début, moi, vraiment, très honnêtement, je pensais plus mettre du financement participatif. Mais au final, c'était pas forcément le truc qui vous convenait le mieux. Donc voilà, je vous ai entendu et écouté. Et donc, je suis allée toquer à la porte des copines pour voir ce qui était possible de faire. Et donc voilà, donc l'entreprise Cru a accepté de sponsoriser le podcast pour plusieurs mois. Et donc c'est super chouette. On teste ça en ce moment. On verra comment ça évolue ou pas. Mais j'espère que ça va évoluer, et voilà. Mais d'ailleurs, si vous avez des retours à me faire sur
sur ce format, sur cette manière de faire, d'ailleurs sur tout ce qui est lié à la monétisation de contenu, à l'affiliation, etc. N'hésitez pas à me dire, voilà, même si ça vous dérange, si ça vous paraît bizarre, etc. Voilà, je suis vraiment très intéressée en fait d'en discuter avec vous parce que moi, très honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal en fait à aller sur ces sujets-là. Parce que c'était, je sais pas, c'était un peu bizarre en fait pour moi d'envisager d'être rémunérée pour ça, ou d'être rémunérée de cette manière-là, ou mettre en avant telle ou telle marque, et donc de s'engager éthiquement aussi dans le choix des partenaires. Donc voilà, donc j'ai essayé de le faire de manière la plus éthique possible, c'est-à-dire choisir des entreprises que j'utilise en fait moi à titre perso, et pas attendre qu'on vienne me faire vendre des trucs que j'utilise pas du tout. Donc voilà, c'est l'éthique que j'ai trouvée pour essayer d'arriver à un truc qui soit ok pour moi en tout cas. Mais je suis vraiment preneuse de vos retours et de vos avis sur la question parce que je trouve ça important, et puis c'est vous au final qui consommez tout le contenu que je produis, donc voilà, c'est pour ça que je vous demande souvent votre avis, ce que vous en pensez, si vous êtes ok ou pas, où est-ce que vous voulez aller, parce que c'est vous qui consommez, donc j'essaie de faire des choses alignées avec mes valeurs, mais quand même qui vous plaisent aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je suis récente sur les podcasts, je reprends le fil. Ah bah c'est cool, bah écoute, bonne écoute à toi, il y a pas mal d'heures à écouter. donc c'est chouette, et ravie du coup de t'accueillir parmi nous. Et comment tu définis le prix d'une sponsor? Ça doit pas être évident. Oui, alors pour ça, bon, là, je peux évidemment pas vous dire le prix qui a été fixé, mais en gros, le podcast a une façon de fonctionner un petit peu particulière qui est propre en fait à ce média-là. On se base sur un coût pour 1000 écoutes, et donc en fait on fixe un prix, un tarif pour 1000 écoutes, et ensuite là c'est à la marque de nous dire soit son budget, soit le nombre d'écoutes qu'elle veut acheter, et on définit le prix en fait en fonction de ça. Donc ça c'est pour la partie podcast, et pour la partie réseaux sociaux il y a sensiblement la même chose en fonction de son nombre d'abonnés, de son taux d'engagement, etc. Et donc voilà, bon, c'était pas évident comme question, mais bon voilà, c'est plutôt des formules mathématiques qu'autre chose, hein, la définition des prix pour des contrats pour le coup, donc voilà comment ça s'est fait. D'ailleurs, est-ce que tu constates que les particuliers sont de plus en plus pros ou pas forcément? Alors moi, à titre perso, je le constate pas parce que j'ai pas de recul. Mais par contre, pour en discuter régulièrement avec mes collègues, oui, il y a une grosse évolution. A priori, il y a 5 ans, quand on arrivait en bilan et qu'on expliquait les besoins du chien à des clients, souvent c'était la grande découverte de « Waouh, ok, je savais pas du tout ». Tout ce qui était mastication, olfaction, etc. Maintenant, et je pense beaucoup grâce aux réseaux sociaux, les gens sont de plus en plus connaisseurs en tout cas de cette base-là. Et effectivement, là où c'est aussi compliqué, c'est qu'ils sont aussi de plus en plus... Ils cherchent en tout cas plus largement les sujets qui les concernent. Et donc on peut avoir des gens qui ont déjà fait pas mal de recherches quand on arrive en séance. Après voilà, ça dépend, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux non plus, donc c'est pas une règle qui est le général. Et en tout cas, on note une vraie évolution des mentalités dans le sens où on ne tombe plus systématiquement sur des gens qui vont nous parler de domination, de hiérarchie, etc., etc. Ça, c'est une grosse avancée. L'autre sujet dont je voulais vous parler et qui va être intéressant parce que on va un peu en parler dans le prochain épisode. Moi, en ce moment, je réfléchis beaucoup à mon rapport à l'argent. Et en fait, la création de mon entreprise m'amène à vraiment réfléchir à ça. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à écouter le podcast qui s'appelle Histoire d'argent de Fab Florent. Mais de manière générale, vous pouvez écouter tous les podcasts de Fab Florent, ils sont vraiment cool. Et donc en ce moment, je réfléchis beaucoup à ça et à la manière dont ça structure nos vies. Parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, notamment, encore plus que quand on est salarié, notre vie dépend de l'argent qu'on gagne et donc du travail qu'on fournit, et donc ça va faire dépendre notre rythme de vie, nos loisirs, nos objectifs de vie tout simplement. Donc voilà, donc en fait il m'a fallu un long moment, il m'a fallu jusqu'à créer mon entreprise et me rendre compte qu'en fait maintenant j'avais 2 comptes, et donc en fait il faut un peu tout repenser. Moi je suis quelqu'un d'assez organisé, j'ai toujours suivi mes comptes, mais comment on se verse de l'argent, comment voilà, toutes ces questions là en fait m'amènent à m'en poser tout un tas d'autres qui structure complètement ma vie. Et donc voilà, en ce moment je suis dans une dynamique de
restructuration globale de l'entièreté de ma vie, à commencer par mon rapport à l'argent. Parce que c'est pas un truc qu'on nous apprend à l'école, à savoir comment gérer notre argent, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on va en faire ou quoi, comment on a envie de l'utiliser. Donc je trouve ça très intéressant de réfléchir à ces questions et je vous invite à y réfléchir peut-être aussi si c'est un truc qui vous a jamais traversé l'esprit comme moi il y a encore pas si longtemps que ça. Voilà, ça me permet de mettre le doigt sur plein d'autres choses et c'est vraiment très intéressant je trouve. Voilà pour la petite aparté, ce à quoi m'amène l'entrepreneuriat en ce moment. Et j'ai repris le sport aussi, dans la phase de restructuration. Ça, c'est le point cool, c'est qu'on a fini notre salle de sport et j'ai repris le sport depuis 3 semaines. Donc c'est cool. J'avais un gros blocage là-dessus, donc c'est très chouette. Voilà. N'hésitez pas, hein, vraiment, posez-moi tout ce qui vous vient. Il y a la newsletter aussi qui est sortie il n'y a pas longtemps, dont on n'a pas parlé. Il y a le blog. Enfin voilà, en ce moment, j'ai vraiment avancé sur tout un tas de choses au niveau de la communication autour de la niche aventure. Donc ça fait partie des gros sujets sur lesquels j'ai bossé pour vous amener toujours plus de contenu. Voilà, alors je sais qu'il y a peut-être aussi ce côté un peu multiplier les plateformes qui est pas évident à suivre pour vous. Donc pareil, au même titre que la monétisation, vraiment n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, que ce soit ici, en DM, en mail, enfin vraiment communiquer avec moi de la manière dont vous voulez, je n'ai aucun problème avec ça. Ça peut venir de partout, je vous en voudrais pas. Mais voilà, ça c'est pareil sur la multiplicité des canaux de communication avec lesquels je vous partage du contenu. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, où est-ce que vous êtes le plus actif. Est-ce que vous voulez que tout passe par le podcast? Est-ce que tout passe par ici? Voilà. Qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux? Est-ce que vous avez envie de tout suivre de la niche aventure aussi? Parce que vous n'êtes pas obligé, hein bien sûr. Mais voilà. Mais globalement, moi, dans l'idée, j'ai envie de pouvoir multiplier pour toucher un maximum de monde et puis collaborer surtout avec plein de collègues et d'autres corps de métier aussi, comme je le fais sur le podcast. Parce que ça me semble vraiment primordial de pouvoir... à plusieurs cerveaux, on fait des trucs encore mieux. Mais c'est bien d'avoir beaucoup de plateformes parce que ça permet de plaire à un large public. Oui, je crois. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir ce côté un peu frustrant. Par exemple, la grosse question qui s'est posée... alors j'ai un peu lâché parce que... ça n'a pas été facile, mais je me suis lancée sur TikTok il y a quelques mois de ça maintenant, je pense pas, ça doit faire plus de 6 mois maintenant. Et en fait, au début, la grosse question, c'était est-ce que je publie le même contenu sur les deux, sur Instagram et sur TikTok ou pas? Bon, il s'est avéré que TikTok ne veut pas vraiment de moi, a priori, parce que vraiment mes stats sont ridicules. Mais bon, voilà, ça permet de passer des messages à des gens, à d'autres personnes, à peut-être des gens d'une autre tranche d'âge, parce que sur Instagram, en gros, dans mes stats, je peux voir à peu près, pas quel âge vous avez précisément, mais en tout cas une fourchette, voilà. Donc vous êtes plus dans ma tranche d'âge des 25-35 ans. Les plus jeunes sont a priori plutôt sur TikTok. Et donc voilà, donc je me dis que si ça peut permettre à des gens un peu plus jeunes de tomber sur des messages même de quelques secondes voilà, concernant le bien-être du chien, je me dis que c'est toujours ça de prix, donc je m'efforce de publier sur les deux plateformes. Et j'ai pas du tout investi TikTok comme un média à part entière autre que les autres. Mais voilà, oui, beaucoup de dupliquent les contenus Insta et TikTok. Ouais, moi clairement c'est ce que j'ai privilégié parce que je pense pas que vous allez aller me suivre sur TikTok pour voir autre chose et je pense pas que les gens de TikTok, les quelques personnes de TikTok, et coucou s'il y en a qui sont là, viendront me suivre forcément sur Instagram pour trouver autre chose. Voilà, je pense que c'est deux plateformes qui ont pas grand chose à voir en tout cas dans le contenu qui est proposé. Alors peut-être que mes algorithmes à moi dans ma façon de les consommer sont pas les mêmes. C'est vrai que d'ailleurs en vous disant ça, je suis en train de penser que j'ai du contenu vachement plus humoristique sur TikTok, beaucoup plus léger et à contrario beaucoup plus de photos, d'inspirationnel, etc., de mindset un peu sur Instagram. Donc pour moi c'est vraiment deux médias complètement différents, mais peut-être que je me trompe. Voilà, donc voilà, dites-moi si vous êtes sur TikTok d'ailleurs, dites-moi. Voilà. Et ben écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là parce que je vois pas d'autres questions. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était très sympa. Merci pour toutes ces réponses. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup.
Merci à vous d'avoir été là. J'étais trop contente de pouvoir échanger avec vous là pendant cette petite heure. Ça fait du bien, et puis ça rebooste et tout, donc c'est vraiment cool. Je trouve ça chouette. Donc merci à tous, passez une très belle soirée, prenez soin de vous, prenez soin de vos petits loulous, et puis je vous dis à très vite. Salut! Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi et d'avoir écouté ce replay jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!